Bonjour et bienvenue dans Droit de Cité. Mon invité du jour est M. Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, dont M. Vital Kamerhe est le président. M. Ewanga, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans Droit de Cité. Merci pour votre accueil. M. Ewanga, merci d'accepter de répondre à nos questions, mais je voulais savoir, vous avez été longtemps emprisonné en RDC. Est-ce que vous êtes prêt à y retourner en RDC pour votre combat? Non, je continue. Partout ailleurs, et surtout dans mon pays. Je dois poursuivre le combat parce que mon peuple est abandonné. Mon peuple est en train de subir les affres d'une injustice et d'une politique où il ne se retrouve pas. Et nous avons la mission de redorer le blason de notre peuple. Et alors, êtes-vous prêt, M. Ewanga, à réitérer, à répéter les paroles qui vous avaient conduit en prison? Non, mais qu'est-ce que j'ai dit, moi? On a semblé affirmer, toute honte bue, que moi j'ai insulté le chef de l'État. Et les ambassadeurs de l'Union européenne sont allés voir le président de l'Assemblée nationale après avoir visionné la vidéo. Nulle part on a trouvé que moi j'ai osé insulter un chef de l'État. Moi je ne suis pas né de la dernière pluie, je suis quand même un homme suffisamment âgé, un homme d'État, et j'ai assumé de grandes responsabilités dans mon pays. J'ai été gouverneur de province. Me permettre d'insulter un chef de l'État, ça a été une machination de service. Des services qui se sentaient, qui ne savaient rien faire. Ils ont préféré me régler des comptes. Malheureusement, notre justice, où l'arbitraire est devenu une règle d'or. Et voilà, justement, en dépit de mes humilités, en dépit de ma position politique, j'ai été jeté en prison. Mais pourquoi? Mais quel était l'objectif? Vous parlez de service, vous parlez d'une machination, mais quel était leur but final? Le but final, c'est de l'humilier. Le but final, c'est d'empêcher à l'UNC de pouvoir s'affirmer comme troisième force au regard des élections de 2011 dans notre pays, et une force agissante. Et l'objectif aussi, c'est d'étouffer que M. Kamerhe, qui est mon président, ne puisse pas, un jour au lendemain, prétendre à gérer ce pays. Et il faut déstabiliser les partis, donc porter le coup au plus haut sommet du parti. Je crois que c'est ça, quelque part. Et vous parlez de votre président. Effectivement, M. Vital Kamerhe, lorsque vous avez été arrêté, et lui, il était en séjour aux États-Unis, il avait déclaré qu'il allait rentrer et qu'il allait aller voir les autorités pour vous remplacer. Parce que selon lui, c'était lui la cible. Est-ce qu'il a fait? Et parce qu'apparemment, ce n'était pas le cas, puisque vous avez été en prison jusqu'à là. Pourquoi, par rapport à cette annonce, il a annoncé qu'il allait vous remplacer, au final, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Mais les choses ne se font pas ainsi, c'est la justice qui opère. La justice a déjà attrapé son mouton, c'est comme un épervier. Vous pouvez vouloir se substituer et ils n'accepteront pas, ils ont eu le motif. Parce que la meilleure façon d'affaiblir, sans prétention aucune, je crois qu'ils ont bien calculé en disant si nous éteignons le feu de M. Ewanga, et ça sera plus facile d'éliminer Kamerhe. Bon, mais Kamerhe, lui, il était prêt à vous remplacer. Mais moi, je voudrais savoir, mais est-ce qu'il avait au moins fait la démarche? Est-ce qu'il est allé au moins voir la justice en leur disant, comme il avait annoncé, voilà, Vital Kamerhe, je suis là, j'estime que vous avez arrêté mon secrétaire général et ce n'est pas le cas, c'est moi votre cible, alors me voici. Mais lui-même a été sous le coup de poursuites judiciaires. Vous vous souvenez du dossier Maman Moleka, l'honorable Moleka? Oui. On l'a torpillé et on voulait justement l'amener en prison. Bref, je crois que la décision c'était de neutraliser notre parti. Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que votre président Vital Kamerhe s'était-il lui ou non présenté et fait la proposition officiellement, puisqu'il avait fait médiatiquement, mais est-ce qu'officiellement il avait fait? Mais ce n'est pas important. Parce que le prétexte, il peut se présenter devant le juge. Oui. Mais le juge dira, ce n'est pas toi qui es notre préoccupation. Mais au moins, est-ce qu'il a fait? C'est ça ma question. C'est juste de savoir si au moins il avait mené ce projet-là à terme. Non, je crois que de son retour, il a multiplié les actions au niveau du parti.
au niveau même de la classe politique. Et je crois que les protestations qui ont été menées au niveau du parti ont été suffisantes pour mon soutien. D'accord. C'est ça qui était important. Alors, vous avez été quand même longtemps en prison. Vous venez de dire, sans citer votre âge, quand même, que vous êtes un homme expérimenté et entre guillemets âgé. Comment avez-vous vécu cette incarcération? Non, mais il faut dire que d'abord, il n'y a pas de prison au Congo. Et le cas de Makala, c'est un mouroir. Un mouroir parce que Makala a été conçu dans les années 52 pour 1500 personnes. Et nous nous retrouvons avec 9000 personnes, sans fonds septiques, s'il vous plaît. De l'eau courante, nous l'avons grâce au comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Mais alors, les 7000 personnes sans fonds septiques, excusez-moi l'expression, chaque matin, chaque soir, surtout le matin, ils doivent déposer des quantités énormes de caca. Et l'odeur nauséabonde vient vous visiter dans les chambres de grand matin. Il y a ceux qui vomissent, il y a même ceux qui peuvent, je connais un monsieur totalement étouffé et autres, pour ne dire que cela. Et tout est commercialisé. Les policiers qui sont postés à l'entrée de la prison, mon épouse a eu à débourser $10 chaque fois qu'elle m'amène à manger. Et pour ne citer que cela, et c'est pour tout le monde. Et plus grave, du chanvre est amené à emporter par les policiers qui sont de l'extérieur, qui remettent aux jeunes gens qui les vendent à l'intérieur. Et quand ils provoquent des troubles, les enfants sont torturés matin et soir, torturés, ligotés. Et je parlais de la quantité énorme de caca qui est produit. Vous savez comment on évacue ça? Par la main nue de jeunes gens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas payé de l'argent pour trouver une place. Moi-même, on m'a demandé d'abord de payer $3000 pour que j'aie une cellule, parce qu'ils savaient que j'étais un député. D'accord. Vous voyez, dans ces conditions, sans dispensaire, sans ambulance, c'est un mouroir. Voilà. C'est un mouroir, comme vous dites, mais aujourd'hui, alors, comment faites-vous, comment avez-vous plutôt tenu le coup? Parce que ce que vous nous décrivez, c'est terrible. Alors, comment avez-vous fait pour nous revenir à vos proches, aussi bien portants et prêts à repartir au combat? Je crois que j'ai trouvé déjà qui ont survécu. Le colonel Eddie Capen, que j'ai trouvé là-bas. Il est venu me voir dans ma cellule et il me dit, si tu veux survivre, nous avons un terrain de football là-bas, il faut vous exercer chaque matin. Et puis ensuite, une certaine discipline alimentaire. Parce qu'il ne faut pas manger. Moi, je ne mangeais que ce qui venait à la maison, des exercices physiques, beaucoup de méditation, et je crois que c'est ce qui m'a sauvé. Vous avez côtoyé aussi votre collègue politique, M. Diomi Ndongala. Oui, mais c'est notre doyen là-bas. Doyen Diomi Ndongala, que j'ai trouvé là-bas, psychologiquement blindé. Mais il faut dire que j'ai assisté à beaucoup de séances d'humiliation de ces dignes fils du pays. Vous savez que plusieurs fois, quand nous étions en prison, on annonce qu'il est décédé. Quelqu'un m'appelle. Qu'est-ce qui se passe en prison? Je dis, je suis là. Mais on apprend que Diomi vient de mourir. Je dis, donne-moi un instant. Parce que moi, j'étais à la chambre 11, lui à la cellule 11, lui à la cellule 10. Je frappe, mon frère ouvre la porte et dit, bon, et quand il répond, donc, ça veut dire que c'est quelqu'un, il n'y a pas que ça, des séances d'humiliation, quand il reçoit les membres de la famille, surtout quand les enfants viennent lui rendre visite, c'est tout le monde qui veut crier, qui veut dire, non, tu ne reçois pas, toi. Alors, vous voyez, c'est triste à voir ce que Diomi est en train de subir. Donc, il est en prison et emprisonné encore parce qu'il n'a pas le mouvement comme tout le monde. Et surtout qu'on lui demande, on croit qu'il a beaucoup d'argent. Il faut qu'il paye, il faut qu'il donne de l'argent aux gens pour qu'ils soient en paix. C'est ce qui est triste. Alors, vous êtes de passage à Paris et aujourd'hui en France, nous assistons à la COP21, le grand forum concernant le changement climatique. Alors, quelle est l'analyse de l'UNC concernant les changements climatiques et quelle place en fait l'UNC pourrait
mettre la RDC, si demain vous étiez au pouvoir, concernant ces changements climatiques? Mais je vais vous dire que cette question me préoccupe au plus haut sommet. Parce que le Congo, c'est le deuxième poumon fournisseur d'oxygène après l'Amazonie, le bassin du Congo. Mais le problème pour nous, c'est la gestion. Aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme société qui coupe du bois en désordre, tout ce qu'il y a comme des sociétés qui exploitent nos mines et polluent l'environnement, ça nous préoccupe. Mais le Congo, dans la vision de l'INC, doit jouer son rôle stratégique pour maintenir les écosystèmes dans le sens de préserver la biodiversité pour un monde meilleur. Si vous deviez par exemple avoir un négociateur comme la RDC en a un actuellement à la COP21, qu'est-ce qu'il aurait proposé, qu'est-ce qu'il aurait négocié pour la RDC? Ben, il y a l'argent pour le carbone, je ne sais pas comment, il y a une terminologie là. Oui. Il y a, je crois que les grandes puissances rétrocèdent quand même un montant d'argent. Oui, qui n'ont toujours pas versé. Mais qui n'ont toujours pas versé parce qu'il n'y a pas un leadership qui négocie valablement et qui présente le Congo comme une entité incontournable dans la conservation de la biodiversité. Mais l'erreur n'est pas plutôt de voir les pays africains négocier individuellement au lieu de s'unir et d'avoir une représentation commune. Je veux bien tous les pays africains ensemble, mais il y a un leader. Parce que nous avons, je crois, le 47 ou 50% de tout ce qu'il y a comme bassin du Congo. C'est nous qui devrions piloter, mais nous sommes absents. Nous sommes inaudibles. Et c'est un danger pour l'avenir de notre pays. Alors, c'est un danger pour l'avenir de notre pays. Surtout que nous avons beaucoup d'énergie renouvelable à proposer à l'humanité. Nous avons des ressources hydrauliques qui peuvent donner jusqu'à 100 000 MW. Nous pouvons donner du courant, de l'énergie propre pour toute l'Afrique et même pour l'Europe méditerranéenne. Donc vous voyez bien que le Congo, avec son barrage Inga et autres, c'est un pôle stratégique. Monsieur Wanga, parlons de la politique intérieure, la politique nationale. Le président Kabila a eu à faire un discours et à parler finalement du dialogue national. Vous qui êtes, pour vous qualifier de numéro 2 de l'UNC, comment avez-vous interprété ce dialogue, parlant du dialogue national? Bon, le discours nous a permis de découvrir l'arrière-fond de la pensée de M. Kabila. Qui est de vouloir provoquer un glissement, de pouvoir prétendre à un troisième mandat. Par quel mécanisme? Mais par quel mécanisme est-ce que le président Obama, qui est fin mandat aujourd'hui, il peut dire aux Américains, réfléchissons un peu sur le mode électoral? Non, nous ne pouvons pas faire prévaloir nos propres turpitudes. S'il n'a pas pu, le temps qui lui a été donné, gérer et trouver des moyens pour organiser des élections, c'est un aveu d'impuissance que nous ne pouvons pas partager avec lui. Donc le dialogue, nous ne sommes pas prêts à l'accompagner. Est-ce que ces prérogatives en tant que président de la République ne lui permettent pas de convoquer un dialogue et d'inviter les Congolais à discuter tous ensemble? Mais un dialogue sur quoi? L'objet c'est quoi? Vous voulez amener les chefs coutumiers pour applaudir et chercher à torpiller le fonctionnement des institutions de la République? Vous savez que cette constitution que nous avons aujourd'hui, issue du dialogue intercongolais, mais c'est au prix du sang. Vous savez que notre pays a été divisé en 3 États. Et il faut dire merci à la communauté internationale qui nous a donné cet instrument de paix, le pacte républicain. Mais si un individu se permet, je dis individu, c'est n'importe qui, qu'il soit président ou n'importe qui, se permet de vouloir chercher à contourner, chercher à violer, chercher à provoquer un glissement, chercher un troisième mandat, nous ne l'accompagnerons pas. Donc nous disons que nous sommes pour l'alternance et nous disons à M. Kabila qu'il y a une vie après la présidence. Vous voyez ce qui se passe au Ghana, les 3 présidents assistent dans un match. Mais attendez, excusez-moi de reprendre la parole, monsieur le secrétaire général, mais je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le président Kabila ou même les institutions congolaises peuvent sereinement organiser des élections? Sans problème, c'est un problème de volonté politique.
Parce que il n'y a pas de problème avec les listes électorales. Non, il y a l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a résolu le problème. Cette organisation a montré qu'il y a eu 1 million aujourd'hui dans le fichier qui est foutu là-bas. Il y a 1 600 000 morts. Il y a 450 000 doublons. Il y a aujourd'hui, à partir de 2012, nous considérons qu'il y a au moins 7 millions de nouveaux majeurs. On peut organiser rapidement et nous allons aux élections en respectant les délais. Ces nouveaux majeurs ne sont pas enrôlés. Les déplacés qui sont revenus de Brazzaville ou de l'Angola ou même de l'Afrique du Sud ne sont toujours pas comptabilisés. En 4 mois, nous pouvons faire ça. Selon quelle expertise? Selon l'expertise de la francophonie qui a démontré qu'il était possible. Et M. Kabila, aux élections de 2011, nous étions sûrs qu'il n'y aurait pas élection, mais parce qu'il s'est assuré de l'appui de la CENI, à partir de janvier, il a tout fait, il y a eu élection. Donc le problème ici, c'est que les gens ne veulent pas se présenter aux élections, ils veulent trouver tout ce qu'il y a comme aléa pour justifier, mais nous disons que le 20 décembre, nous assistons à l'investiture du nouveau président. Parce que l'élection présidentielle, législative, sont constitutionnelles. Le calendrier est constitutionnel. Ça doit être convoqué vers fin juillet et immédiatement nous aurons un nouveau président et nous ne serons pas accompagnés. Et dans l'hypothèse où M. Kabila serait toujours au pouvoir parce qu'on n'a pas réussi à organiser des élections, qu'est-ce que l'UNC propose? L'UNC et son président, la dynamique de l'opposition, plus le G7, nous prendrons acte de la mauvaise foi du président de la République, disons du gouvernement, qui n'a pas voulu organiser des élections, et la constitution de notre pays a prévu des dispositions pour pouvoir répondre à une telle question. Vous parlez de l'article 64. L'article 64, lorsque délibérément, je dis bien, lorsque délibérément, le pouvoir refuse d'aller aux élections en action. Comment allez-vous prouver alors que c'est un acte délibéré? Mais délibéré parce que l'argent, le problème de l'argent ne se pose pas depuis 2012. Nous avons pour chaque année gardé une cagnotte de 250 millions de dollars. Aujourd'hui, à la 15e année, aujourd'hui, en 2015, ça doit faire 1 milliard de dollars pour les élections. Donc l'argent ne se pose pas comme problème. La sécurisation, il y a la MONUSCO et la police nationale. Monsieur le secrétaire général, mais est-ce que vous avez également entendu, je pense que vous le savez, ce que a dit le procureur de la République concernant l'article 64? Puisque lorsque vous parlez de l'article 64, nombreux sont ceux qui parlent simplement de l'alinéa 1, mais il y a aussi l'alinéa 2. Mais l'alinéa 2 veut dire quoi? L'alinéa 2 veut dire justement, c'est lorsque vous faites un coup d'État aux institutions. Les coups d'État aux institutions, mais lorsque vous voulez faire un forcing, sans respecter le délai constitutionnel. Donc pour vous, le procureur de la République est dans l'erreur? Non, je ne dis pas ça. Mais c'est une disposition constitutionnelle qui dit que tout Congolais doit barrer la route à un individu ou groupe d'individus. Ça c'est l'alinéa 1. Ça c'est l'alinéa 1. L'alinéa 2 dit... C'est à renverser les institutions. Ok. Mais pas chercher à renverser les institutions. Mais ça veut dire quoi? Si ceux qui sont au pouvoir respectent la Constitution, on ne va pas actionner la DAD, c'est-à-dire le délai. L'appréciation du non-respect de la Constitution ne dépend pas que de vous et de vos amis de l'opposition. Ça dépend aussi des institutions qui sont en place, comme la Cour suprême et les autres institutions. Ce n'est pas que l'opposition qui peut dire oui ou non, monsieur n'a pas respecté. Mais il y a des paramètres objectifs. Les paramètres objectifs, je veux dire, c'est quoi? L'argent, 250 millions chaque mois. Nous sommes le Parlement et l'autorité budgétaire. L'argent est là. Il faut sécuriser les élections. La MONUSCO et la police, ils sont là. Il faut un calendrier électoral. Il y a la CEDI là-bas. C'est la politique. Et si vous êtes en train de tourner autour du pot, nous allons prendre acte en disant que vous ne voulez pas aller aux élections. À ce moment, on fait fonctionner l'article 64. Alors, M. Wanga, ça fait 15 ans que M. Joseph Kabila est à la tête de la RDC. Si vous deviez faire un bilan sur la présidence Kabila, quel serait votre bilan? Quel serait votre analyse sur les 15 années Joseph Kabila? Largement négatif.
largement négatif. Mais peut-être, il faut être honnête, c'est qu'il a contribué à l'édification de notre pays, parce que nous étions 3 États, mais plusieurs. Il a participé pendant la transition à la restauration de l'État. Il s'est posé un problème de gouvernance et de leadership qui a bloqué, paralysé la nation. On nous a parlé de 5 chantiers. Est-ce qu'il y a l'eau à Kinshasa? Est-ce qu'il y a le courant? Est-ce qu'il y a le route? Est-ce qu'il y a l'éducation? Est-ce qu'on a créé l'emploi? La révolution de la modernité est arrivée. C'est la poudre. Si quantitativement vous allez évoluer, ce n'est pas parce que on doit laisser à il pourrait laisser une nouvelle compagnie aérienne qui redore le blason de la RDC. Il pourrait laisser également l'aéroport de Djili fait. Il pourrait aussi laisser l'immeuble intelligent des ministères. Non, c'est triste quand vous énumérez tout ceci. Les Congos, ce n'est pas l'hôpital du Saint-Corner, mais qui ne fonctionne pas. C'est plein de cancérats dedans. De moisissures, tous les appareils qu'on a achetés, ça ne sert à rien. Et chaque fois qu'il y a des morts qui sont envoyés à l'extérieur. Et puis, vous citez tout ceci, c'est Hakim. Le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Et nous disons que c'est maigre. Moyen que vous présentez pour le compte du président, mais si vous faites un comparatif avec Mobutu, je crois que vous n'allez plus continuer. Vous voulez me dire que l'immeuble intelligent, il est plus intelligent que le palais du peuple? Dans sa construction, dans son infrastructure? Ne me donnez même pas la réponse parce que le peuple congolais a sa réponse. Donc aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas la personne de M. Kabila. Notre problème, c'est que M. Kabila doit accepter de se retirer et qu'il n'y a pas un 3e mandat pour lui et que le Congo s'organise. Il est d'ailleurs sénateur à vie. Mais votre président, M. Vital Kamerhe, lui, parle, et d'ailleurs, c'était lors de son dernier passage sur Top Congo, parlait d'un possible accord pour aller au dialogue, mais un dialogue, encore une fois, conditionné. Non, quand le président Kamerhe parle d'impossible, il a dit, le président Kabila doit haut et fort, et face à la nation, annoncer qu'il n'est pas candidat. Le flou, c'est ça. Les flous aussi, c'est parce que ces hommes, Bochab a écrit un livre. Mais vous demandez à M. Kabila quelque chose qu'il n'a pas à faire en tant que président. On n'a pas demandé à M. Obama, que vous avez pris pour exemple tout à l'heure, d'annoncer haut et fort. Mais on ne demande pas à Obama parce que Obama respecte le prescrit constitutionnel. Quand les proches du chef de l'État, professeur King dit, Totondi on a noté, le président Kabila, nous allons au dialogue pour qu'il continue, parce que, et il n'est pas reproché. Mais il y a un problème. Mais de dire nous sommes déjà dans le glissement, il y a un problème parce qu'ils ne sont pas reprochés. Mais y a-t-il un problème alors avec l'UDPS? Parce que moi je voudrais savoir, est-ce que vous avez des différences de degré ou de nature avec l'UDPS? Qu'on fasse bien la différence. Différent de degré ou de nature? Ben écoutez, l'UDPS c'est un parti qui... Parce que l'UDPS y va, vous êtes au courant. Jusqu'à la preuve du contraire, je sais que les choses vont tourner au vinaigre. Parce que dans cette histoire, on veut mettre Tshisekedi dedans. Bon, dans les conditions que Tshisekedi présente, moi je ne vois pas M. Kabila marcher avec ça. Déjà, ça pète déjà entre eux. Rassurez-vous que je suis certain que dans les prochains jours, l'UDPS va retrouver la grande famille de l'opposition pour que le Congo soit mis sur le rail. Donc la différence entre l'UNC et l'UDPS se situe où? Alors c'est plutôt... vous êtes d'accord avec l'idée d'un dialogue, mais sous condition, ou vous êtes profondément opposés? Aujourd'hui, nous sommes profondément opposés à un dialogue, c'est ça. Donc idéologiquement, vous êtes opposé à l'UDPS? Opposé parce que sans objet. Parce que c'est là où j'ai donné le cas d'Obama. Obama demande aux Américains, réfléchissons. Réfléchir sur quoi? Parce que la loi fondamentale a défini clairement le principe. On ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas, on va aux élections. Vous savez que notre constitution a été dépouillée du second tour, simplement parce que
M. Kabila s'est trouvé en 2011 devant une difficulté. Kamerhe est dans l'opposition, Tshisekedi dans l'opposition. S'il y a un second tour, il va perdre le pouvoir. C'est ainsi que de manière précipitée au mois de janvier, on a enlevé le second tour. Et c'est ce qui est à la base de la crise des élections de 2011. Un grand pays comme le Congo, vous avez eu 48%, ça veut dire 52% des Congolais ne sont pas pour vous, mais vous ne pouvez pas diriger le pays. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut finir toujours par respecter la Constitution, parce que c'est ça le pacte républicain. Un dernier mot encore sur la politique congolaise. Lorsqu'aujourd'hui on voit la multiplication de partis politiques et de groupes, de coalitions de l'opposition, mais quelle est la finalité en tout cas? Est-ce que nous allons voir enfin, par exemple, l'union de l'opposition et la proposition d'un et seul candidat unique face au futur candidat de la majorité présidentielle? Aujourd'hui, quand on parle de l'opposition, il y a d'abord la dynamique dont fait partie l'INC, mon parti. Il y a le G7, l'action de la dynamique qui a fait imploser la majorité de Kabila. Nous avons retiré les 7 grands partis avec de grosses personnalités. Monsieur le ministre, il n'a rien changé du tout concernant la majorité au pouvoir. Ils sont très affectés. Nous savons que ça ne fonctionne plus comme avant. Mais Kembo, rassurez-vous, la loi portant statut de l'opposition exclut Kembo de l'opposition parce qu'il a un membre au gouvernement qui fonctionne. Parce que cette loi dit clairement que lorsque vous participez dans la gestion, vous n'êtes plus opposant. Kembo est dans la gestion gouvernementale. Donc c'est un membre de la majorité présidentielle. Donc il fait partie de l'opposition républicaine. Justement, dans la majorité présidentielle, mais en ce qui concerne le candidat commun, nous travaillons. Le Nigeria a fait preuve de cette expérience. Vous y travaillez, mais est-ce que votre président Vital Kamerhe serait prêt à s'effacer devant un Martin Fayoulou, devant un professeur Matoumboulou, ou devant même un Albert Moleka? Je vais vous dire que nous travaillons. Et que dans la mare, il y a de gros poissons. Vous avez cité vos noms, je les respecte beaucoup, mais nous connaissons les gros poissons qui feront l'objet de discussion pour arriver à pouvoir désigner un candidat commun. Et vous, M. Bertrand Iwanga, est-ce qu'on peut espérer également, oui, voir, bien sûr, vous soutenez votre président, mais avez-vous eu déjà, ou avez-vous déjà pensé, vous avez déjà vu être à la place du chef et finalement postuler à la magistrature suprême? Vous me posez moi cette question comme individu. Oui, comme individu. Mais Bertrand Iwanga, est-ce que vous avez déjà nourri ou vous nourrissez des envies pour être un futur président de la RDC? Mais moi j'ai mon candidat. Est-ce que je vais présenter à la grande famille de l'opposition, c'est Vital Kamerhe que je vais présenter. Vous savez, ces choses-là, il faut éviter la précipitation. D'accord. Aujourd'hui, nous avons notre candidat au niveau de notre parti, c'est Vital Kamerhe. Dans le cadre élargi de l'opposition, avec le G7, n'oubliez pas, il y a Katumbi qui est aussi arrivé, nous allons mettre toutes les énergies pour trouver le seul candidat. Il n'y a pas que le poste de la présidence qui doit préoccuper tout le monde si on veut servir notre peuple. On peut le servir comme un huissier aussi. Donc la préoccupation pour nous demain, c'est remettre le Congo sur rail. C'est une question, je pense qu'on vous la pose souvent, surtout lorsque vous faites vos déplacements au sein de la diaspora. C'est la question sur les origines et surtout l'origine de votre président Vital Kamerhe. Je ne veux pas trop vous embêter avec ça, mais je voudrais quand même savoir, puisque je vous ai suivi lorsque vous étiez de passage aux États-Unis, avant de venir ici, et lorsque vous avez défini la nationalité, à mon avis, vous avez omis en fait de faire référence au code civil qui est en fait la loi organique. Ben, la loi organique n'est pas au-dessus de la Constitution. Parce que notre Constitution est claire. Sans Congolais, tout le peuple, toutes les ethnies qui ont existé dans ces pays à partir du 30 juin 1960. Oui, mais la loi organique, elle, s'il vous plaît. Allez-y. 60.
Et puis, Caméré n'est pas concernée. La mère de Caméré, c'est une Congolaise. De Walloum, c'est connu, elle vit encore, elle est en etc. Et puis, comment vous expliquez alors tous ces procès sur la nationalité de votre président qu'on qualifie de Rwandais? Non, le problème qui est là, c'est que nous devons faire attention. Quand vous êtes dans le Bas-Congo, un Mukongo, il est aussi de Brazzaville, il est aussi de l'Angola. Quand vous arrivez à l'Équateur, un bandit, il est aussi de Centrafrique, il est aussi de notre pays, de la RDC. Vous allez au Nord Kivu, les Hutus et les Tutsis sont rwandais et sont congolais aussi. Les Barundi sont burundais et sont congolais aussi. Et dans d'autres provinces également. Donc si nous traitons cette question de nationalité, il faut réunir tous ces atouts. Et la donc il faut penser à la loi organique qui, elle, traite les conditions d'acquisition et de déchéance de la nationalité. Oui, mais acquisition pour ceux qui ne sont pas congolais. Mais ça ne concerne pas Caméré. Ça ne concerne pas. Parce que les parents des Caméré sont congolais. Donc c'est un faux débat qui ne préoccupe pas l'INC. Alors comment expliquez-vous et surtout que vous avez fait un parallèle avec Kengo Adolo et Robé Roy? Pourquoi avez-vous fait ce parallèle avec Kengo et avec Robé Roy? Je fais le parallèle avec Kengo parce qu'il y a l'adoption. Le métabolisme socio-culturel tel que ça fonctionne, l'enfance et l'éducation, l'appartenance dans un coin, dans une culture. Kengo se ferait ce que je fais. Lubero, c'est la constitution qui lui donne ce droit. Donc, Caméré a été candidat chef de l'État, candidat aux élections présidentielles de 2011. Tout comme Kengo Adondo. Comme Kengo Adondo, ils n'ont pas été évacués par la commission électorale et la Cour suprême. Il ne faut pas qu'un individu aujourd'hui vienne prétendre qu'ils ne sont pas congolais. Ils peuvent être poursuivis. C'est une atteinte à la Constitution. Pour vous, toute personne qui accuserait M. Vital Kamerhe de ne pas être congolais peut être poursuivie. Je n'ai pas dit ça. Je veux dire que c'est une très mauvaise intention. Nous sommes dans un état de droit. Il faut respecter la primauté du droit. Vous êtes aujourd'hui à... Vous reconnaissez que le Congo est un état de droit? Bon, disons au niveau de la Constitution, au niveau de principe. Vous êtes ici à Paris, mais si vous occupez ces beaux bâtiments ici, je crois que les droits jouent là-dessus. Si aujourd'hui les Blancs ne peuvent pas nous chasser ici, nous avons les mêmes prétentions en France comme ailleurs, parce que ce sont des États de droit. Et même le Congo également, mais il se pose un problème de gestion de leadership. Et je pense le leadership crédible et clairvoyant que nous voulons introduire au pays, c'est pour résoudre tout ça problème. Alors là aujourd'hui, on a à peu près, si les chiffres sont bons, à peu près 60% de la population congolaise qui aurait moins de 25 à 30 ans. Si ces jeunes Congolais vous regardent, qu'est-ce que vous pourrez leur dire? La caméra est là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse perdue, au chômage, sans avenir, diplômée mais sans emploi? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse? 65% de la population. Il faut reconnaître, la jeunesse doit reconnaître que les générations actuelles, comme du passé, ont échoué. Vous avez échoué. Nous avons échoué parce qu'on n'a pas encadré la jeunesse. Donc vous êtes responsable. Bon, responsable dans une certaine mesure peut-être, mais ceux qui ont le levier du pouvoir. Parce que ça ne rentre pas dans leur préoccupation. Je vais vous donner un exemple. À Makala, nous étions 9 000. Et sur les 9 000, il y a 7 000 jeunes gens de 15 à 25 ans. Et ils sont en prison parce que simplement ils ont eu des déboires avec un monsieur, un policier, un juge, ainsi de suite, un parent, ainsi de suite. Ils sont jetés en prison et oubliés. Les gens condamnés pour 3 mois, ils font 4 ans en prison parce qu'il est oublié. Donc c'est pour vous dire quelque part, et je vis une jeunesse pourrir. Des jeunes gens qui sont enfermés pendant 2 mois sans voir le soleil. Qu'est-ce que vous leur proposez? Mais nous leur proposons les jours que nous aurons le pouvoir. D'abord, c'est l'éducation. En plus de l'éducation, il faut des brigades. Des brigades agricoles, ils doivent travailler pour produire, des brigades routières, des brigades mécaniques, pour former des mécaniciens, des charpentiers, ainsi de suite. Que cette jeunesse-là, qu'on ne lui promette pas le demain, aujourd'hui même, elle doit produire pour le bien de son pays et préparer l'avenir lorsque nous serons absents pour que le Congo soit une grande nation où, comme je dis toujours, pour le miel, du lait et que tout le monde, même les étrangers, peuvent venir s'abreuver.
Monsieur Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'UNC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir suivi Droit de Cité. À bientôt. Au revoir.